Bonjour à toutes euh, et chères participantes, merci d'être présentes. Pendant que l'heure fait rentrer les dernières personnes, mais nous commençons bien à 10 heures pour pouvoir terminer à l'heure. C'est une des spécificités de Regard de Femme, d'être toujours de commencer à l'heure et de terminer à l'heure. Donc, je me présente, donc Michel Vianney, je suis la présidente de Regard de Femmes. Je suis accompagnée par Laure de Griève, qui est administratrice de Regard de Femmes et qui gère tout l'aspect technique de ce webinaire, et par Cathy Bonnard, qui est spécialiste de la formation des femmes au leadership, en particulier dans les grandes entreprises. Nous faisons ces campagnes Femmes élues, pourquoi pas vous, depuis 2014, en 2020 et en 2026, notamment pour les femmes en milieu rural. Et je suis ravie d'ouvrir ce webinaire, donc, organisé à la demande de Madame Fabienne Boutiot, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et destiné aux candidates potentielles euh, au municipal de 2026. Madame la préfète est représentée aujourd'hui ici par Isabelle Mailleux, qui est la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, qui va prendre la parole en ouverture de cette rencontre. Mais d'abord, je vais vous rappeler juste le déroulé. Donc, en introduction, je rappellerai pourquoi la parité est indispensable dans les structures élues. Ensuite, il s'agira de comprendre le fonctionnement d'une municipalité et comment fonctionnent les collectivités donc, territoriales, le mode de scrutin, comment déposer sa candidature, comment se prennent les décisions, quel est le rôle d'une conseillère municipale, les fonctions du maire, comment se déroule un mandat. Tout ceci va faire l'objet de la première partie. Ensuite, pour acquérir une méthodologie simple et une candidature efficace. Donc, comment s'organiser, comment rejoindre une équipe, comment former une équipe, comment construire sa place, va être abordé donc dans la deuxième partie de notre réunion qui va être animée par Cathy. Je vous précise que vous pourrez poser vos questions dans le chat et on y répondra après chaque partie. Comme ça permettra d'être plus réactif. Et c'est Laure qui va faire la synthèse des questions et qui va les poser, on vous répondra. Et puis, je vous dire que aujourd'hui, cette réunion va être, cette visioconférence va être enregistrée et elle va être mise en ligne sur YouTube. Donc, voilà, je voulais vous le signaler et vous dire également que si vous souhaitez ensuite avoir ce que nous faisons passer, donc les PowerPoint qui vont être présentés, il suffira de nous les demander par mail. Vous avez nos coordonnées, contact@regardefemme.com et nous vous les enverrons sans problème. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je pense que nous sommes déjà 100 participantes. Donc, nous avons. Alors, je vous signale quand même qu'hier, je suis allée vérifier le nombre de participants que nous pouvions avoir pour nos webinaires. Et comme c'était 100, donc nous avons augmenté, changé pour pouvoir dépasser les 100. J'ai bien fait de le faire. Donc, Isabelle Mailleux, si vous voulez bien, la parole est à vous, nous vous écoutons. Oui, merci Michel, bonjour à toutes. Je suis donc Isabelle Mailleux, je suis la directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc je représente effectivement la préfète de région, Madame Bussiot, mais aussi le ministère aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est un petit ministère, mais qui a une vocation à porter une politique publique qui est interministérielle. Et d'ailleurs, elle se décline par un plan interministériel à l'égalité entre les femmes et les hommes que vous pouvez trouver facilement sur Internet, qui s'appuie sur 4 piliers. Un pilier qui est très communiqué, qui concerne la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, malheureusement, il est très communiqué, mais bon, c'est un pilier qui nous mobilise beaucoup, notamment sur le volet financier, sur le volet budgétaire. Un pilier qui concerne la santé des femmes,
Un autre pilier qui concerne l'égalité professionnelle et économique des femmes, puisque les femmes sont moins, on va dire, riches que les hommes, hein. Voilà, c'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, il faut quand même pouvoir l'avoir en tête. Et il y a un intérêt aussi à devenir élu pour défendre la cause des femmes, y compris sur cet aspect-là. Et puis le dernier pilier, c'est celui de la culture de l'égalité. Et donc la culture de l'égalité, c'est effectivement promouvoir des plus jeunes jusqu'aux seniors, hein, cette notion que hommes et femmes, nous sommes égaux. Il n'y a pas un genre qui serait supérieur à l'autre. C'est-à-dire de vraiment porter ce principe républicain qui est central et constitutif de notre République, à nous, hein, en France, hein, qui défend ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors, c'est sous l'axe de la culture de l'égalité que nous intervenons ici pour vraiment vous accompagner, mesdames, à devenir candidates, si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est vraiment de venir apporter de la matière pour que vous puissiez savoir si vous voulez vous engager, dans quoi vous vous engageriez, et in fine, peut-être comment dirais-je, cette présentation va susciter des questions. Donc, comme le disait Michel Vianès, posez-les en fait dans le chat. L'idée, c'est vraiment de venir vous nourrir pour promouvoir la parité, parce que c'est de la place des femmes, de l'engagement des femmes en politique que aussi nous pouvons faire bouger les lignes, nous femmes, pour d'autres femmes. Je précise qu'aujourd'hui, dans les hautes instances, alors je parle du Sénat et de l'Assemblée nationale, 35% des femmes sont sénatrices, 38% des femmes sont députées. Donc il y a vraiment un enjeu encore à gagner, cet enjeu, ce combat, si je puis dire, de la parité, à prendre la place en tant que femme élue. Je remercie évidemment vous toutes qui êtes présentes, parce que ça témoigne d'un intérêt et j'espère que cette séquence va venir nourrir et conforter votre souhait de vous engager. Et je remercie très chaleureusement Regard des femmes, en particulier Michel Vianès, hein, avec qui nous avons euh, maintenant, je pense, pris l'habitude de collaborer ensemble. Voilà, je remercie Regard des femmes pour son engagement qui est constant, solide et qui est très structurant et voilà, et toujours allant. C'est-à-dire que c'est vraiment très simple, très agréable d'avancer avec Regard des femmes et d'avoir co-construit cette séquence. Donc, grand merci. J'espère que ce sera une séquence qui vous donnera l'envie. Et puis, je repasse le relais de la parole. Je ne veux pas prendre beaucoup la parole à Michel et bonne séquence à toutes. Merci Isabelle et merci bien sûr au ministère des droits des femmes qui nous suit toujours sur cette thématique parce que c'est indispensable justement qu'il y ait la parité et tout simplement parce que si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que la démocratie a besoin de femmes autant que les hommes pour fonctionner pleinement. Et depuis 1998, Regard de Femmes défend une conviction très forte, sans parité dans les lieux de décision, il manque une partie de la société autour de la table. Et un conseil municipal paritaire, c'est un conseil plus légitime, plus représentatif, plus proche du vécu quotidien des habitantes et des habitants. Et c'est aussi une manière d'ouvrir d'autres perspectives, d'enrichir les discussions, d'équilibrer les priorités. Bref, de mieux décider. Et les chiffres sont très parlants. Vous les avez sur le slide. Dans les communes de moins de 1000 habitants, là où la parité n'est pas obligatoire, seuls 37,9% des femmes élues sont des femmes. Et dans les communes où la parité est obligatoire, nous passons à 48,5%. Cela montre clairement que quand la parité n'est pas exigée, les inégalités persistent. Il ne faut pas croire que les choses se font comme ça. Donc c'est extrêmement important de rappeler ce chiffre et que les,
Tant qu'il n'y a pas de parité, il y a des inégalités. Alors pourquoi la présence des femmes élues? Eh bien tout simplement, comme vient de le souligner Isabelle, ça contribue à modifier les représentations des rôles sociaux sexués dans toute la société. C'est un levier très important pour sortir de l'inégale répartition des temps sociaux. La conciliation vie familiale, vie professionnelle, vie sociale ne doit pas reposer uniquement sur les femmes. Et justement, la parité, c'est un moyen de parvenir à l'adoption de politiques publiques, parce que c'est là l'objectif, hein, favorables à l'égalité des sexes, en adoptant justement des mesures spécifiques pour prévenir et compenser les inégalités et les discriminations. C'est bien cette culture de l'égalité. Et au niveau local et national, il convient donc d'appliquer de manière intégrée et transversale cet objectif d'égalité à toutes les politiques publiques. C'est un point important, mais je voudrais aussi dire que la parité a un autre effet capital parce qu'elle va ouvrir la voie. Elle montre aux jeunes filles que c'est possible, que l'engagement politique n'est pas réservé à certains profils et qu'il est accessible à toutes. Mais, vous le savez très bien, il reste des freins et toutes les enquêtes montrent que deux raisons reviennent toujours. La peur de ne pas être à la hauteur et puis la peur de manquer de temps. Et du côté des mères, on entend souvent: je n'arrive pas à trouver des femmes pour compléter ma liste. Alors, comme le dit Marlène Schiappa, l'ancienne ministre des droits des femmes, les femmes qu'on ne trouve pas, c'est celles qu'on n'est pas allé chercher. Donc, notre objectif aujourd'hui est simple, donc parler de ces obstacles, comprendre d'où ils viennent et surtout montrer qu'ils peuvent être dépassés. Et ce que nous souhaitons, c'est justement vous donner les clés pour vous projeter, pour comprendre le fonctionnement d'une commune et pour vous sentir légitime à vous engager si vous en avez envie. Alors, vous allez voir, hein, beaucoup de choses qui paraissent compliquées de l'extérieur vont devenir très accessibles dès qu'on va en parler ensemble. Et je dirais d'abord, et je vous remercie, pour le moment nous sommes 125, hein, vous allez voir, euh, donc je dirais, vous avez votre place, vous êtes là pour pour, vous être candidate et vous êtes légitime. Donc pour commencer, on va donner quelques informations fondamentales sur le dépôt de candidature, le mode de scrutin et le fonctionnement du mairie. Alors certaines vont être peut-être un peu complexes, donc si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et puis nous y répondrons donc après, comme je vous ai dit. Deux points extrêmement importants, vous le savez sans doute. Les élections municipales de 2026 auront lieu le dimanche 15 mars pour le premier tour et, si nécessaire, le dimanche 22 mars pour le second. Pour voter, l'inscription sur les listes électorales doit être réalisée au plus tard le 6 février 2026. Et là, je signale que pour les personnes qui vont être majeures entre le 6 février 26 et la date des élections, elles peuvent aller se faire inscrire sur les listes. Ces listes s'ouvrent à nouveau pour elles. Et puis, s'il y a un second tour, et si vous allez avoir 18 ans entre le 15 et le 22 mars, là aussi, vous pourrez, dans cette semaine-là, vous réinscrire. Et puis, alors, ce qui vous intéresse, bien sûr, toutes et toutes, c'est le dépôt des listes qui doit être effectué le vendredi 26 février ou plus tard. Donc, vous avez encore un petit mois pour établir les listes et pour vous décider pour être candidate. Bon, enfin, il vaudrait mieux vous décider le plus tôt possible. Donc, on rappelle les conditions pour être candidate. Il y a 5 conditions qui doivent être réunies. D'abord, la nationalité et l'âge, être française ou ressortissante de l'Union européenne et avoir 18 ans au jour du scrutin. Donc, il n'y a pas d'âge spécifique, hein. Pour certaines élections, il faut avoir plus de 18 ans. Non, là, c'est dès 18 ans. Donc, si vous avez 18 ans le 15 mars, vous pouvez être candidate. Pour les ressortissants de l'Union européenne, c'est possible, bien sûr, avec une petite, je dirais,
vous ne pouvez pas être adjointe, et puis surtout, vous ne pouvez pas participer aux élections pour les sénatoriales. Donc ça aussi, c'est deux points, mais enfin, ça vous permet quand même de gérer la commune sans problème et d'être très partie prenante. Euh, L'autre point, vous devez être inscrite sur les listes électorales de la commune ou y payer des impôts. Donc, si vous êtes, par exemple, résident secondaire et que vous n'êtes pas sur la liste électorale de la commune, mais si vous payez des impôts, eh bien, vous pouvez être candidat. Pour l'engagement civique, donc avoir satisfait aux obligations militaires, c'est toujours là. Et puis, je dirais quelques évidences. On ne peut pas se présenter dans plusieurs circonscriptions électorales, donc vous devez en choisir qu'une. Et puis, ce qui est maintenant valable pour toutes les communes en France, et ça, c'est le point important et principal. Donc, enfin, aujourd'hui, pour 2026, la loi va être la même pour tout le monde, alors que jusqu'à présent, elle n'était pas la même. Donc, il y a une alternance obligatoire entre hommes et femmes, entre femmes et hommes, qui doit être respectée dans la liste des candidats. Donc, ce qui est important, c'est que on va revenir peut-être d'abord sur les restrictions, et puis après, on va parler de la liste. Donc, quelques personnes ne peuvent pas se présenter dans leur commune. Les magistrats et les membres de tribunaux, ils ne peuvent pas être élus dans les communes de leur ressort, mais ils peuvent être élus dans une autre commune s'ils payent des impôts dans cette autre commune. Les agents salariés communaux ne peuvent pas être élus dans la commune qui les emploie. Impossible de candidater au second tour sans avoir été candidat au premier. Alors, je vous signale que toutes ces fiches qui sont au masculin, et je le signale à Isabelle Mailleux, ce sont des fiches, c'est écrit en dessous, que nous avons repris des services du ministère de l'Intérieur. Donc peut-être leur signaler qu'il aurait pu avoir un point médian et un E de temps en temps. Bon, moi je les féminise. Et là par contre, c'est bien dit pour les citoyennes et citoyens européens, peuvent être élus, comme je vous l'ai dit, mais ne peuvent être ni maire ni adjoint, ni participer à la désignation des sénateurs. Donc on peut passer au slide suivant, si bien. Alors, avant de rentrer sur le mode de scrutin, peut-être rappeler que ça doit être reçu, les listes doivent être reçues en préfecture et qu'elles doivent comporter les noms, prénoms et signatures manuscrites de chaque candidat et candidate. Et bien sûr, il y a toujours des nombres impairs et donc l'écart doit être que de 1. On reviendra tout à l'heure sur les listes incomplètes, mais là, on va rentrer sur le mode de scrutin. Et j'ai mis le slide pour les communes de moins de 1000 habitants parce que maintenant, c'est la même chose pour toutes. Donc, on le précise. Donc, la liste composée d'un seuil minimum de candidats. Alors, je précise que le nombre de candidats est en fonction de la taille de la commune. Donc, vous trouvez sur votre préfecture le nombre de candidats, mais je vais vous les préciser quand même. Donc, en particulier pour les plus petites, pour les communes de moins de 100 habitants, le nombre de conseillers élus est de 7, mais ça peut être 6 ou 5. C'est particulier pour les petites communes, donc il y a ce qu'on appelle l'incomplétude. Je vais revenir sur ces nombres après. Entre 100 et 499, c'est 11, mais la liste peut être de 10 ou de 9, donc 2 personnes en moins. C'est ce qu'on appelle l'incomplétude. Et ça peut fonctionner avec 2 conseillers élus ou conseillères élus en moins. Et entre 500 et 999, c'est 15 donc conseillères et conseillers municipaux. Mais là aussi, ça peut être 2 de moins. Donc là, c'est très précis. C'est seulement pour les communes de moins de 1000 habitants où l'on peut déposer des listes et qu'elles seront valides et validées par la préfecture avec 2 conseillères ou conseillers municipaux de moins, un ou deux. Mais
bien sûr, strictement paritaire. Une liste qui n'est pas paritaire n'est pas reçue par la préfecture. Donc, il y a, c'est simple, net et précis. Bon. Voilà. Alors, sur les modes de scrutin, pour vos électeurs et électrices, et ça c'est très important de bien l'avoir en tête parce que ils vont vous poser des questions. Donc, le panachage qui était avant possible dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est comme partout, ce n'est plus possible. On ne peut plus panacher, on ne peut plus rayer de nom. C'est exactement comme ça se passe pour les autres scrutins de liste, hein, quand vous votez pour les régionales ou pour les européennes, vous avez une liste, vous n'avez pas le droit de faire quoi, de mettre quoi que ce soit dans un bulletin de vote, hein. Ça, on reste bien sûr une liste qui est, je dirais, une règle qui est partout. Et donc, il n'y a rien d'étonnant, si vous voulez, de surprenant. Et bien sûr, l'alternance stricte femme-homme ou inversement homme-femme. Donc, important aussi, euh, on a donné l'exemple pour une commune de 400 habitants, élection de 11 conseillers municipaux, mais je rappelle que la règle est la même pour tout le monde, hein. Donc, quel que soit le nombre d'habitants. Donc, au premier tour, la liste A la majorité absolue. Donc, sur les 11 conseillers municipaux, elle a tout de suite 6 sièges. Et les 5 sièges qui restent vont être répartis à la représentation proportionnelle entre les listes, à condition que les listes aient obtenu plus de 5% de suffrages exprimés. Il est évident que s'il y a deux listes et que l'une a moins de 5%, eh ben l'autre a la majorité à 95%. Donc, le problème ne se pose pas. Voilà, donc c'est au premier tour. Donc, je rappelle que la liste qui a la majorité obtient déjà la moitié plus dans ce qui reste son pourcentage. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'une liste est 60%. Donc, dans les 5 sièges restants, elle va avoir 60%, donc encore 3 sièges. Et les sièges qui restent vont être pour l'opposition. Et la liste qui aura obtenu moins de suffrages. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, ensuite, s'il n'y a pas de majorité absolue, eh bien, les mêmes règles vont s'appliquer une fois l'élection faite. Par contre, il y a un point qui est très important, c'est que pour se maintenir au second tour, les listes doivent avoir obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour. Alors ça joue beaucoup sur les communes où il y a 3 listes. Donc, généralement, les communes un peu plus importantes. Parce que si dans une commune de 400 habitants, vous arrivez à avoir 3 listes, c'est-à-dire puisque c'est 9 minimum, 9 fois 3, 27 candidats au conseil municipal, ben, je pense que là, vous avez une vie démocratique extrêmement forte, mais voilà, logiquement, c'est pas possible. Par contre, j'insiste bien là-dessus parce que nous avons sûrement, parmi les personnes présentes, des candidates dans des communes de plus de 1000 habitants, et donc il faut bien qu'elles soient au courant de la manière dont ça fonctionne, et puis de toute façon, ils vont mettre au courant de toutes les possibilités. Donc, pour le second tour, les listes doivent avoir obtenu 10% de suffrages au premier tour pour se maintenir, donc pour pouvoir à nouveau être candidate. Et puis, encore une autre chose, un autre point, les listes qui ont obtenu plus de 5%, donc entre 5 et 10%, elles ne peuvent pas se représenter, mais elles peuvent fusionner avec les autres listes, que ce soit celle qui a eu la majorité ou celle qui ne l'a pas eu. Voilà. Alors je sais que je risque de vous perdre là-dessus, donc on pourrait revenir après sur la suite, mais c'est extrêmement important. Je vais peut-être faire dès maintenant une synthèse. Donc, un seul tour. Bon. On va être encore plus simple, une seule liste, ce qui peut arriver assez fréquemment. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, au moins 2 listes.
S'il y a une des listes qui a la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50%, elle a la moitié des sièges plus son pourcentage pour les sièges restants. Si il y a plus de deux listes, donc pas de, pas de majorité absolue au premier tour, donc trois listes, à ce moment-là, pour se maintenir au second tour, il faut avoir plus de 10% des suffrages. Et si la troisième liste a entre 5 et 10%, eh bien, ces candidats peuvent se présenter sur une des deux listes qui va rester en lice. Vous pouvez également, si vous avez, par exemple, 40, 30 et 30, hein, ou vous direz 35 et 25, pour les élections, les trois listes peuvent se maintenir. Il peut y avoir trois listes au deuxième tour. Voilà sur tout ceci. Si vous avez des questions précises, on pourra y revenir. Donc, je vais laisser Laure nous passer la suivante. Alors, ce qu'il y a d'important, alors ça, c'est sur la liste, hein. Donc, la liste doit être complète et sans modification de présentation. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas changer vous ne pouvez pas changer l'ordre des personnes et vous ne pouvez pas panacher. Donc là, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit en plus précis, hein, puisque c'est pour les autres communes, mais c'est à peu près la même chose. Donc on va peut-être passer sur ce slide. J'ai été. Alors, euh, sur les listes, peut-être, tout à l'heure, je vous ai dit que il était possible pour les communes de moins de 1000 habitants d'avoir deux candidats en moins et la commune peut fonctionner avec ces deux candidats en moins. Il y a une autre règle qui joue alors pour les communes de moins de 1000, mais aussi pour celles de plus de 1000. Vous avez la possibilité d'avoir des candidats en plus, deux en plus, qui ne seront pas élus, sauf si l'un des candidats élus démissionne ou décède pendant le mandat, ce qui va éviter, ce qui va éviter de refaire des élections municipales si il y a des modifications pendant le mandat. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, les adjoints. Alors là aussi, les adjoints sont, sont importants. C'est important parce que les adjoints vont être élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste paritaire à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes sont bloquées. Donc, c'est des nouveautés. Donc avant, c'était le jour du premier conseil municipal. Quand on vote pour le maire, eh bien, on va voter pour les adjoints les uns après les autres. Non, là, il faut que la liste, que ce soit une liste, que le nombre d'adjoints soit décidé d'abord par le conseil municipal une fois qu'il est élu, et le nombre d'adjoints va dépendre du nombre d'habitants et du nombre d'élus. Et un point très très important, j'ai même vu des erreurs dans des articles dans les médias qui parlaient des municipales, euh, ça n'a pas d'incidence avec le sexe du maire ou de la maire. Le premier adjoint et le maire peuvent être du même sexe. C'est après la liste des adjoints qui va être paritaire. Donc, il va y avoir une petite infographie tout à l'heure qui va être claire. Donc, si vous avez un, un maire homme, oui, oui, on peut remonter. Si vous avez un maire qui soit homme ou femme, il faut que la liste soit paritaire. Donc, première adjointe, deuxième adjoint, troisième adjointe, quatrième s'il y en a quatre, ou un homme, une femme, un homme, une femme.
Par contre, ce que vous ne pouvez absolument pas avoir, c'est deux hommes, une femme, un homme, ou deux femmes, un homme, une femme. Ça, c'est bien clair. Par contre, le premier adjoint et le maire peuvent être du même sexe. Si tu veux bien, Laure, on va retourner à la précédente, parce que ça, c'est important. Euh, L'ordre de présentation de la liste des conseillers municipaux candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale. C'est-à-dire que vous pouvez, alors, on vous a dit que la liste, il faut qu'elle soit un homme, une femme, un homme, une femme, ou une femme, un homme, une femme, un homme. Mais vous pouvez avoir, par exemple, comme adjoint, en premier adjoint, la personne qui était troisième sur la liste et comme deuxième adjoint, celle qui était deuxième. Vous n'êtes pas obligé de prendre comme premier adjoint la deuxième personne sur la liste. Voilà, ça c'est important, ça laisse une certaine souplesse et je me permets de vous conseiller lorsque vous allez travailler avec les listes, donc lorsque vous allez préparer vos candidatures, faire votre travail de groupe, de déjà bien euh, voir qui va être maire, qui va être adjoint, sur quel poste, en fonction des envies et des désirs des uns ou des autres, pour que ce soit déjà clair dans les têtes de tout le monde. Ensuite, donc, vous avez, il peut se passer en cours de mandat qu'il y ait une vacance d'un siège d'adjoint. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut changer de ville, on peut démissionner, peut décéder, ou avoir des accidents graves. Donc là, s'il y a un adjoint qui démissionne ou qui ne peut plus être adjoint pendant le mandat, eh bien, on n'a plus besoin du respect de la parité. Ce n'est pas exigé pour procéder au remplacement. Ceci que pour les communes de moins de 1000 habitants. Pour les communes de plus de 1000 habitants, il faut respecter la parité. Donc voilà pour l'élection des adjoints. Alors le nombre d'adjoints dépend tout à fait du nombre d'élus, de candidats, et donc il est de 30% au maximum du nombre de candidats. Je vous laisse, voilà, on va peut-être passer à la suivante, donc celle-ci on l'a vue. Alors, une fois qu'on a vu ce mode de scrutin, c'était la chose la plus complexe, mais je dirais qu'il faut garder à l'esprit. Pour les communes de moins de 1000 habitants, on peut être deux en moins, et c'est valable pour être candidat. On peut être deux en plus, les deux en plus n'étant élus que si l'un des élus du mandat a démissionné ou n'est plus élu. Voilà. Donc ça, c'est ça. Plus, plus deux, moins deux. Maintenant, le plus important, votre fonction, parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, alors, le rôle du conseil municipal. Alors, d'abord, bien sûr, le maire et ses adjoints sont élus par le conseil municipal et il y a donc tous les conseillers municipaux. Donc, lors du premier conseil municipal, qui a lieu dans la semaine qui suit l'élection, le conseil municipal doit désigner le maire au scrutin majoritaire à un tour et bien sûr un scrutin secret. Ça ne peut pas être, il ne peut pas dire oui, on est tous d'accord, on s'est décidé. Non. Et pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit secret. Ensuite, le conseil municipal va voter sur le nombre d'adjoints, puis sur la liste des adjoints. Ça, c'est impératif. Pour le premier conseil municipal, c'est un point important. Alors, je le signale pour les communes plus habitants, mais ça peut se passer. Si le maire n'est pas élu à la majorité absolue au premier tour, il y a un deuxième tour. S'il n'est toujours pas élu à la majorité absolue au deuxième tour, ça sera un troisième tour et à la majorité relative. Bon. Là, je dis, ça risque de poser des problèmes tout le long du, du, du mandat. Bon, enfin, c'est assez rare, en généralement. Le maire est élu dès le premier tour, puisqu'il y a une majorité qui s'est dégagée et qui est bien là.
Alors, l'émission du, du rôle, l'émission donc de la municipalité, du conseil, c'est d'abord voter le budget, voter, créer ou supprimer des services publics ou des emplois municipaux, par exemple, je pense aux ATSEM, les personnes qui s'occupent de, du- de l'entretien des voies vertes, etc. Toute l'action économique, bien sûr, ça c'est de plus en plus fréquent. L'aide à l'installation d'entreprises, ça peut être par exemple l'aide des locaux mis à disposition ou pour des services de santé, ça peut être voilà, ce genre d'événements. Donc il peut y avoir ça peut être un café, ça peut être enfin, des entreprises. L'aide et l'action sociale, bien sûr, il y a toujours les CCAS, c'est très important d'y être, hein, avec la gestion des crèches, les services aux personnes âgées et toutes ces thématiques. Vous avez la gestion du patrimoine communal, l'éclairage urbain. Alors c'est vrai que c'est une question qui a posé pas mal qui a été très soulevée pendant ce dernier mandat. D'abord, éteindre les lumières de la commune parce que ça faisait des économies, puis certains se sont aperçus que ça créait aussi de l'insécurité. Donc, bon, ça c'est une discussion du conseil municipal, hein, à prendre, hein, c'est une discussion politique, c'est à vous à décider. Vous avez aussi la dénomination des voies qui a été un très grand travail des conseils municipaux passés parce que la Poste demande que tous les chemins vicinaux soient nommés, hein, pour pouvoir aller pour pouvoir distribuer le courrier tout simplement. Et gérer la mission première du conseil municipal, celle qui est là depuis qu'il y a des communes, depuis la Révolution, donc la gestion des écoles maternelles et élémentaires. Alors, c'est la gestion des locaux, ce n'est pas du tout la gestion des programmes, hein, qu'on soit bien d'accord, et c'est pas vous, bien sûr, qui nommez les enseignants et les enseignantes. Donc, cette gestion, c'est la- les- l'accueil le matin ou le soir, les questions de, bien sûr, les ATSEM, c'est les questions de cantine, de tout ceci, qui sont extrêmement importantes et qui sont parmi les missions, je dirais, les plus fondamentales et celles sur lesquelles vous êtes le plus attendu. Voilà, on pourra peut-être en parler après, si vous voulez. Donc, alors oui, un point important, on va revenir à la slide précédente si tu veux bien, Laure, c'est que les décisions du conseil municipal se font par des délibérations et c'est un point très important parce que ce mot de délibération, c'est écrit sur le slide à deux reprises, mais je voulais quand même le rappeler parce que vous allez l'utiliser énormément. Donc, alors je rappelle aussi que l'ordre du jour du conseil municipal doit être communiqué avant le début de la séance et que c'est le maire qui le fixe. Donc, on va passer au rôle du maire. Alors, le maire, c'est important, ou la maire, bien sûr, euh, elle ou il exerce ses fonctions à la fois en tant qu'agent exécutif de la collectivité territoriale, c'est elle ou lui qui exécute les décisions qui sont prises par le conseil municipal, les délibérations, mais il est également représentant de l'État sous l'autorité du préfet ou du procureur de la République, et ça, c'est dans le cadre de la déconcentration. Alors, on va prendre la partie de gauche qui est là, sur votre écran, en tant qu'agent exécutif de la commune. Alors, c'est lui qui est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal. Et il agit sous le contrôle de ce dernier. Il va représenter la commune en justice. C'est lui qui va passer tous les marchés publics, qui signe les contrats, hein, puisque tout à l'heure on a dit qu'on pouvait embaucher des personnes, préparer et proposer le budget,
et ordonner les réponses et gérer tout le patrimoine communal. Donc, c'est vraiment euh, je dirais, toutes ces missions qui sont très importantes. Donc, il va exercer des compétences qui sont déléguées par le conseil municipal et il doit donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, rendre compte de ses actes. Et bien sûr, ces délégations, ben, ça porte un petit peu sur tout ce qu'on a dit précédemment. La réalisation des emprunts, ça je crois qu'on n'en a pas parlé, mais ça c'est important, hein. L'affectation des propriétés communales, imaginons que vous ayez des locaux qui ne sont plus utilisés, eh bien on peut décider qu'à la place de ces locaux non utilisés, on peut ouvrir un centre d'accueil pour pour certaines personnes, etc. Et c'est pour la création des classes dans les écoles et pour tout ce qui est action en justice. Le maire ou la maire est le ou la seule responsable en justice de la commune. Il peut, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, déléguer toutes ses compétences à un adjoint ou un conseiller municipal délégué, toutes ses attributions, mais ça, il faut que ce soit voté par le conseil municipal. Et puis, il a des pouvoirs propres. Il exerce ce qu'on appelle des pouvoirs de police administrative, c'est-à-dire qu'il est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Donc, c'est lui qui est en charge et lui seulement. Et donc, ça, c'est très important d'avoir ceci à l'esprit. Et puis, le maire est aussi chargé de remplir au nom de l'État certaines fonctions administratives et judiciaires. Alors, sous l'autorité du préfet ou de la préfète, c'est lui qui assure la publication des lois et des règlements, toutes les mesures de sûreté générale et bien évidemment l'organisation des élections ainsi que la légalisation des signatures. Il peut avoir besoin d'avoir des signatures légalisées et il peut prendre des arrêtés euh, de mesures locales, l'interdiction de stationner, l'occupation du domaine public, par exemple, s'il y a une fête habituelle du village ou de la commune, eh bien, c'est lui qui décide comment peut stationner les actions. S'il y a un jour de marché, c'est lui qui décide comment cela peut se fonctionner. Ça, c'est sous l'autorité du préfet. Ensuite, sous l'autorité du procureur de la République, il est aussi officier d'état civil et officier de police judiciaire. Alors, officier d'état civil, ben, il est responsable de l'établissement et de la mise à jour des actes d'état civil. Alors, déclaration de naissance, s'il n'y a pas de maternité dans votre commune, ben, il n'y en a pas, ou très peu, ou très rarement. Et puis, surtout la reconnaissance d'enfants, ça peut être plus fréquent, les mariages et les PACS, et puis les actes de décès, et toute modification portant sur l'état ou la capacité des personnes. Ça se passe pas, c'est le maire qui décide. Et puis, il doit informer, le maire doit informer les autorités judiciaires des infractions portées à sa connaissance. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire dans cette première partie. Et si vous voulez bien, euh, j'ai vu poser pas mal de questions. Donc, Laure, si tu veux bien commencer à poser quelques questions. Oui, il y a eu beaucoup de questions. Je ne vais pas Oui, pouvoir oui, tout je répondre. vois. S'il Oui, y a enfin, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à contacter Regard de Femmes. J'ai mis l'adresse email dans le chat. Donc la première question, c'est la règle de parité pour les adjoints est-elle la même pour les vice-présidents d'une communauté de communes? oui. Alors, euh, nous avons, alors c'était très clair dans l'invitation, dans les précisions, nous, nous avons bien précisé que nous allons parler de la municipalité. Pour les communautés de communes, c'est une autre question. Si vous avez des questions précises, vous pouvez m'envoyer, je pourrai y répondre, mais c'est vrai qu'il y a déjà suffisamment de thématiques, donc j'ai bien entendu ceci. J'ai vu aussi une question qui est passée pendant que je parlais.
la question pour les conseillers municipaux délégués, là, il n'y a pas la règle de parité, hein. Donc ça, c'est quand il y a des réponses simples, ça va. Il y a une autre question qui a été posée, alors là, pendant la campagne, et là, Isabelle Maillot, vous êtes aussi, on vous demande également votre avis. Donc, là, je vais répondre très clairement. Vous nous dites que votre commune ne vous permet pas d'organiser des réunions publiques en utilisant des salles communales. Alors, logiquement, la municipalité doit mettre à disposition, c'est pas logiquement, c'est obligatoirement, pardon, mon terme n'est pas exact, donc je me reprends, doit mettre des salles à la disposition des différentes listes. Pour cela, elle a dû, et si ça n'a pas été fait, c'est un, ça ne dépend pas de vous en tant que future candidate, ça dépend de l'équipe précédente. Si vous en faisiez partie, ça aussi c'est notre problème. Donc, elle aurait dû désigner par une délibération quelles sont les salles ou la salle qui peut être affectée aux réunions des différentes listes et combien de fois par mois ou combien de fois pendant les élections. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, j'ai vu que vous avez pris ce point en conseil en vain. Donc là, je pense que je vais laisser Isabelle Mailleux répondre, mais bien sûr, vous pouvez solliciter et le signaler à Madame la préfète, hein, puisque vous dites Madame la préfète, je ne sais pas quel est votre département, ça n'a pas d'importance, mais que ce soit le préfet ou la préfète, ça fait partie justement des questions importantes. Isabelle, je vous laisse, si vous voulez mettre votre micro, s'il vous plaît, Isabelle. Vous n'avez pas votre micro, Isabelle. Voilà. Voilà, ça Vous y est. m'entendez? Oui, en Oui. fait, je ne pouvais pas réactiver le son. Oui, en fait, j'ai fait une réponse dans le chat, vous invitant, madame, à m'envoyer un mail directement pour que je vous mette en lien avec les services de la préfecture qui seront à même de vraiment pouvoir vous répondre, notamment sur les éléments de loi. Et effectivement, je verrai avec ces services si, voilà, si ça justifie un courrier à la préfète. Voilà, donc je vous invitais plutôt à ce que nous puissions traiter ce point très particulier, voilà, en bilatéral, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que j'ai aussi voilà, connaissance de la commune dont il s'agit, et enfin, si vous en êtes d'accord, hein, et la possibilité de router votre demande vers les services compétents. Euh, voilà. Alors, parmi les autres questions, quelque chose, si le budget communal de l'année a déjà été voté par l'ancienne équipe, oui, vous pouvez pas voter tout le budget, vous pouvez faire des amendements au budget, ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, on peut toujours le faire. L'élection du maire et des adjointes, bien sûr, c'est ce que je vous ai dit, elle est faite lors du premier conseil municipal, hein. Donc, une fois que le conseil municipal est élu, lors de sa première réunion, dans la première semaine, ça doit être fait avant le dimanche, hein, donc ça peut être souvent le dimanche ou le vendredi soir ou le samedi, enfin quand on veut. Donc ça, c'est un point important. Et puis j'ai vu passer aussi une question importante. Euh, bon, je t'écoute alors s'il y avait des questions. Ah, peut-on se présenter seul sans liste dans une commune de moins de 500 habitants? Non, c'est pas possible, hein. Il faut que ce soit une liste. Ouais, c'est plus possible du tout, hein. C'est là la modification, parce qu'on parle beaucoup de la modification sur la loi sur la parité, mais la principale modification, c'est que dans les communes de moins de 1000 habitants, on vote comme dans toutes les autres communes, donc il faut qu'il y ait une liste. Alors ça, c'est très important. Voilà. S'il y a d'autres questions, parce que Il y a des questions sur le nombre d'adjoints, s'il y en a forcément quatre, si c'est forcément pair. alors le nombre d'adjoints, c'est très précis, je vais vous les donner. Alors, pour les communes de moins de 100 habitants,
Euh, le nombre d'adjoints peut être de 2 s'il y a bien 7 conseillers élus. S'il y en a moins, c'est qu'un seul. Entre 100 et 499 habitants, c'est 3 adjoints s'il y a 11 ou 10 élus. Et ça descend à 2 s'il y a que 9 élus. Et pour les communes entre 500 et 1000 habitants, enfin 999, c'est 4 adjoints maximum s'il y a 15 ou 14 conseillers élus et 3 adjoints s'il y a 13 conseillers. Le maximum, alors c'est très simple, hein, la règle, c'est 30% de l'effectif, enfin du nombre de conseillers municipaux arrondi à l'entier inférieur. Voilà. Donc, et là, c'est très clair. Sur les sites des préfectures, vous devez avoir tous ces slides. Enfin, je vous les rappelle. Euh, euh, alors, je vous ai donné les rôles et les fonctions d'un adjoint et des conseillers. Mais je vois qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent. Euh, je vais essayer de voir. Laure, je t'écoute, hein. Il y a une question sur l'élection des adjoints. Donc c'est une liste maintenant au sein du conseil municipal. C'est plus un par un comme avant. Voilà, tout à fait. Euh, Euh, une personne qui a une résidence secondaire et qui paye des impôts peut-elle être sur votre liste? Oui, je l'ai dit. Il suffit qu'on paye des impôts, on est éligible. Voilà. Donc, oui, c'est un peu des restes de scrutin censitaire, hein. Bon, mais c'est comme ça. Vous payez des impôts, donc vous avez le droit de voter, d'être élu. Michel, j'ai juste vu une question qui me semble vraiment intéressante, qui est, est-ce qu'il existe des groupes d'entraide entre conseillères municipales, c'est-à-dire entre femmes élues ou adjointes élues? Est-ce que ça existe? Oui. Alors, dans pas mal de départements, vous avez des associations de femmes élues, hein. Donc ça, c'est un point important. Enfin, ça dépend de votre département. Vous pouvez aussi vous retrouver entre les différentes femmes élues de la communauté de communes, par exemple. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Alors, je vous signale, moi-même, j'ai été élue à Calur-et-Cuire dans la métropole de Lyon de 2001 à 2014. Et pendant tout ce mandat, j'étais vice-présidente de l'association des conseillères et conseillers municipaux du Rhône. J'étais en charge de la formation des élus. Et c'est vrai que c'est extrêmement important d'avoir des élus d'une autre commune, de faire ces équipes parce que ça donne beaucoup plus, bah oui, quand on est plus nombreux, quand on est en équipe. Mais ça, c'est Cathy qui va nous en parler plus précisément tout à l'heure, de nous retrouver ensemble, de savoir vers qui se retourner quand on a des questions. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez aussi, je dirais, les associations euh, de maires, l'AMF et l'Association des maires ruraux des départements qui peuvent vous apporter aussi des réponses très précises. Et je rappelle que l'Association des maires ruraux désigne dans chaque département un ou une conseillère d'une commune et qui va être la personne référente pour tout ce qui est égalité femmes-hommes. Et dans la commune, elle préconise justement d'avoir ce qu'ils appellent un ou une conseillère ERRE, qui va avoir un peu cette mission. Voilà. Et là, vous voyez avec votre association de maires ruraux qui va vous donner toutes les informations qu'il faut. Alors, alors là, je vois que vous avez rejoint en retard. Comment se passe la distribution des sièges 12 et 13? Ah oui, ben oui, en effet. Euh, on peut, un mot qu'on a appris par ces élections, l'incomplétude des listes. Une liste dans une commune de moins de 1000 habitants. Bien, je précise bien, dans une commune de moins de 1000 habitants, peut siéger avec un ou deux conseillers municipaux en moins. Ça, c'est très clair. Alors, je balaye rapidement. Euh, le nombre d'adjoints n'est pas forcément pair, puisqu'on peut avoir
trois ou un ou trois ou même plus. Donc la liste n'est pas complète, on a répondu. Donc on vous a dit qu'on a déjà contacté au service. Et la commune de Genêt pour les salles, d'accord, bon ben ça c'est, on va voir autrement. Les obligations des adjoints versus les conseillers. Alors, logiquement, dans les municipes, dans les communes, il y a ce qu'on appelle des commissions. Vous avez la commission finance, la commission urbanisme, etc. Et dans ces commissions siègent les conseillers municipaux. Alors, bien sûr, dans les petites communes, vous siégez pratiquement dans toutes les commissions, ou presque, vous n'êtes pas obligé. Et donc, ça, c'est important. Alors, pour toutes les personnes qui demandent le diaporama, moi, là, j'ai pas vos coordonnées. Donc, vous avez les nôtres. Donc, vous nous envoyez un mail après et on vous enverra les diaporamas sans problème. Voilà. Donc, oui, j'ai vu que Laure avait répondu. Alors, votre commune, alors c'est toujours, c'est vrai que c'est les questions qui posent, bon, c'est un peu, on a répondu. Euh, Ça peut être réduit d'un ou de deux membres, hein, voilà, c'est possible. Et les adjoints, ben, il peut y avoir deux listes, mais euh, je me permets de vous conseiller, je ne rentre pas dans la politique, hein, mais je me permets de vous conseiller de régler ce problème avant les élections, parce que tout le mandat va être assez complexe, parce que si dès la premier mandat, vous avez deux groupes qui s'opposent sur les adjoints, ça risque de ne pas être très ouvert pour les municipalités. Euh, alors, quelqu'un qui n'a jamais fait service militaire ni journée d'appel, ben, s'il n'avait pas d'obligation militaire, il peut se présenter, hein. Les responsabilités, ça c'est une question qui nous est souvent posée quand on est adjoint. La seule personne responsable vis-à-vis de la justice, c'est le ou la maire. Les adjoints ne sont pas responsables vis-à-vis de la justice. Et je le signale là, le ou la maire doit avoir une assurance personnelle, hein, qu'il prend pour lui-même. Et là, je pense que s'il y a d'autres questions, on va laisser euh, poser et on va peut-être arrêter là-dessus. Je vais essayer de voir s'il y a... Je vais revoir pendant que Cathy va intervenir sur la deuxième partie, regarder ce qu'il y a de questions, si certaines on n'a pas répondu, parce que comme j'étais en train de parler, j'ai pas vu passer toutes les questions. Je reprendrai la parole après, mais il faut laisser la place à cette deuxième partie qui est extrêmement importante. Cathy, c'est à toi. Et désolée, on Euh, a pris beaucoup de temps. ouais, mais c'est très important en même temps. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, j'ai fait un tour d'écran. Donc je suis ravie aussi que nous ayons des hommes parmi nous, parce que sans les hommes, on ne peut pas avancer, hein. Donc on est tous importants, toutes et tous importants pour avancer dans le même sens et justement qu'il y ait cet acte de citoyenneté, justement, et de cet engagement dans vos communes. Avant de commencer sur trois temps forts que je vous propose en tout cas de partager, c'est-à-dire être légitime, crédible et visible. Je vais me présenter déjà avant, mais je voulais vous présenter et enfoncer une porte ouverte avec ce visuel. Donc, je me représente rapidement. Donc, Cathy Bonnard, donc je suis aussi membre du conseil d'administration de l'ONG Regard de Femmes, en tant que consultante en leadership féminin. Et effectivement, j'ai une activité, comme disait précisé Michel, où j'accompagne et j'interviens donc au sein des entreprises, puisque j'ai l'intime conviction qu'on a tous et toutes à sa portée. On a tous et toutes des pépites en nous, et donc c'est comment en fait il y ait une représentativité paritaire dans tous les organes de décision, que ce soit au sein des entreprises privées que publiques, et notamment là en l'occurrence pour les listes municipales. Donc, j'enfonce une porte ouverte avec cette première slide qui est très visuelle. Et je vais reprendre dans un premier temps une citation de Sun Tzu, qui est un grand, je ne sais pas si vous avez vu L'Art de la guerre, qui est très inspirant.
Je vais le citer, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Donc déjà, posez-vous la question de quel est votre objectif, quel est votre cap, puisque vous êtes capitaine du navire, vous avez une île, un objectif, et de le formuler le plus simplement, le plus clairement possible. Je souhaite, mon objectif, c'est de rejoindre, ou mon objectif, c'est de contribuer à. Et l'idée, c'est d'y aller par étapes, et c'est ce que vous voyez, c'est les bouées. C'est OK, j'ai mon objectif final, par quelle étape, par quel premier petit pas je vais y aller et y accéder. Et c'est ce que dit Saint-Exupéry, je vais le citer, c'est que tout objectif sans plan n'est qu'un souhait ou qu'un vœu pieux. Donc, soyez au clair sur votre cap, votre destination, avec des étapes intermédiaires, c'est important. Pourquoi je vous dis que vous êtes capitaine du navire? C'est comme ça que vous allez pouvoir embarquer soit donc les personnes de votre commune, soit justement les personnes de votre liste, pour que chacun soit à son poste et que chacun et chacune puisse être à sa juste et bonne place. En tenant compte des ancres. Évidemment, bon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, nous avons un environnement qui est mobile, et c'est de prendre en compte justement les ancres. Qu'est-ce qui va possiblement vous freiner dans votre environnement? Et de faire avec, d'anticiper même les objections et de s'y préparer. Et en même temps, comme je vous disais, on active sur les vents favorables qui va faire que vous allez atteindre progressivement votre objectif. Je voudrais partager une expérience de Muriel Hermine, qui est donc une ancienne championne des Jeux Olympiques en danse synchronisée, et qui disait j'ai travaillé longtemps sur mes axes d'amélioration, j'ai perdu mes JO. En revanche, j'ai axé mon énergie sur mes points forts et j'ai gagné les JO. Voilà, je vous laisse méditer, ça en dit long. Donc, on a tout en nous et vous avez toutes et tous des belles choses à apporter à votre commune. Donc, ce que je voulais vous dire pour donner le plan des 3 temps forts de cette intervention, c'est travailler sur la légitimité. On va le voir, je vais vous pousser en fait des outils, des questions, être crédible, c'est-à-dire prendre sa place, être à sa juste et bonne place, et surtout être visible, c'est-à-dire comment je vais prendre ma parole, comment je vais me préparer. Parce que vous voyez, il y a un hashtag jamais sans mon carnet. C'est très important d'avoir, comme vous pouvez le faire, et je l'ai vu, vous prenez des notes. Prenez des notes. On a le droit à l'erreur, on a le droit c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend. Tiens, on se dit, mince, j'ai pas réussi à répondre à cette objection. Bah tiens, qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce moment-là? On le note, comme ça on est préparé. La préparation, ça va être votre atout, ça va être votre allié pendant cette campagne qui a bien commencé, et que vous avez, même si nous n'avons pas le droit à la première chance, première impression, on a le droit à l'erreur, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on peut se préparer. Donc, on prépare les ancres, c'est-à-dire les objections qu'on peut avoir possiblement. En même temps, je sais que je suis à ma juste et bonne place parce que j'ai un objectif qui est clair, et ça, c'est d'arriver à le formuler le plus simplement possible, avec presque un sujet-verbe complément. Et derrière, vous allez voir, on va voir un petit peu sur la première étape qui est la légitimité. Et c'est, on va dire, je vous donne des pistes de réflexion sur comment éradiquer les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que c'est que les croyances limitantes? C'est notre petite voix, ce que je dis souvent, le pia-pia-pia, qui nous dit « Non, mais tu vas pas être à la hauteur. Non, tu vas pas y arriver. Non, mais qu'est-ce que va penser Pierre-Paul Jacques? Déjà que t'as pas le temps, ou
écoutez surtout aussi l'entourage qui vous renvoie en fait le fait que comment tu t'engages alors que tu n'as pas déjà le temps pour t'occuper de tes enfants. Donc souvent, on a des injonctions ou des personnes qui nous veulent du bien, mais qui pour autant en fait nous freinent. Donc en tout cas déjà, avec votre carnet justement, commencez à identifier toutes les pensées qui vous limitent. Et posez-vous la question, si vous n'avez pas peur, si vous n'aviez pas ça, qu'est-ce que vous feriez? Et là, bizarrement, vous allez voir que tout s'ouvre et vous allez avoir des réponses à ces freins. Parce que souvent, les freins qu'on se pose, ce sont souvent en fait nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le petit saboteur interne, c'est-à-dire qu'on a cette petite voix, le petit diablotin, on écoute plutôt l'autre côté. Donc, on identifie ces freins pour faire avec, parce qu'en même temps, c'est une force. Et on va changer le discours en disant plutôt il faut, je dois, en quelque chose de plus affirmé, de positif, en je vais me présenter et même si je ne sais pas tout, je ne coche pas toutes les cases, c'est pas grave, je vais avancer et je vais apprendre. Les limites qu'on se donne et les peurs qu'on a dans notre tête sont fabriquées dans notre tête, en grande majorité, puisqu'il n'y a que 8% de peurs réelles et sérieuses qui sont vraiment avérées. Tout le reste est fabriqué dans notre tête. Donc là, encore une fois, jamais sans mon carnet, écrivez, faites de la place à ce pia-pia-pia qui est dans notre tête, qu'on a tout et tous en nous. Ça, pour le coup, il y a une égalité absolue, c'est-à-dire qu'on a cette petite voix intérieure qui parfois nous freine. Donc, on va lui donner un peu d'importance, mais pas toute l'importance, parce que comme vous voyez ce que j'ai marqué, ce n'est pas la réalité qui nous limite, mais c'est la perception que nous en avons. Donc, comment je peux voir le verre à moitié plein au lieu de le verre à moitié vide? Comme ça, on va pouvoir passer à l'action. Identifiez aussi ou faites-vous aider par votre entourage pour vous donner en fait des idées de OK, qu'est-ce que vous appréciez chez moi ou qu'est-ce qui est unique chez moi. Voilà. Et donc justement, ça c'est les questions que vous aurez. Tiens, alors si tu as la possibilité ce sont des questions pour la slide suivante que vous pouvez vous poser encore une fois. Allez-y, retournez-y sur ce carnet que vous allez comme une sorte de journal intime, un carnet de bord que vous allez avoir pour pouvoir clarifier, prendre votre place en toute légitimité. En même temps, ce que je dirais, alors là, excusez-moi du terme, mais c'est comme de la purge émotionnelle. Mais faites de la place à tout ce pia-pia-pia qu'on a dans notre tête pour y voir beaucoup plus clair. L'idée, c'est quoi? C'est au plus vous allez poser sur le papier les choses, au plus vous allez clarifier les idées et être beaucoup plus au clair et vous sentir légitime. Je donne souvent l'exemple, à l'époque où nous étions donc en primaire, on avait le bonheur de faire des calculs mentaux. Et alors, vous imaginez que si on pose de tête 365 par 97 de tête, ça nous prend toute la tête et c'est coincé dans la tête. Or, si vous posez la multiplication par écrit, je vous dis pas comment on se libère le cerveau et que ça fait du bien et qu'on trouve une solution assez rapidement. C'est ça l'exercice que vous pouvez vous autoriser à travailler et à y retourner régulièrement, puisque c'est en avançant, encore une fois, par étapes, et il y a un temps pour tout. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Là, quand vous voyez les petits engrenages, ça, c'est des choses que vous pouvez travailler individuellement, c'est personnel, pour y retourner régulièrement. Par la suite, de nouveau, les petits engrenages que je voulais vous partager, qui consistent en quoi? Qui consistent à oser dire je suis capable, je sais faire ça, ça, ça et ça, de par mon expérience. Même si je n'ai jamais été sur une liste municipale, même si je n'ai jamais œuvré pour ma communauté au sens large du terme, en mairie, j'œuvre au quotidien
aussi bien pour ma famille que mon environnement, que dans une association, donc je suis capable, donc je suis légitime, donc je sais faire. Donc essayez de scanner un petit peu tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites sur le plan professionnel, le plan associatif ou même personnel. Et c'est ça qui va faire votre singularité, votre légitimité. Et là, c'est pareil. Il n'y a pas une seule et bonne réponse qui sera OK, ça sera la vôtre qui sera la bonne. Donc, au plus vous allez pouvoir incarner ça, au plus vous allez pouvoir être impactant et impactante dans votre prise de parole, dans le fait de prendre votre place au sein de la communauté et au service de la communauté. Je voulais revenir sur 3 piliers qui assoient la légitimité. Oui, vous êtes légitime de par votre vie, vos expériences, votre engagement, vous êtes naturellement candidate. D'accord? Il y a juste le passage à l'action, en fait, qui pourrait effectivement manquer. Alors, pourquoi vous êtes légitime naturellement? Déjà parce que vous êtes citoyenne. Nous votons. Donc, on s'exprime. C'est un droit politique. D'accord? Et être citoyenne suffit déjà à être légitime. Il y a aussi la légitimité de votre expérience. On a des métiers, des responsabilités, des connaissances, des appétences. Eh bien, ce sont des expériences qu'on va mettre au service de la collectivité. Vous aimez ou vous avez une expérience plutôt dans la gestion. Ben, soyez plutôt impliqué là-dedans. Vous avez une appétence plus pour le côté extrêmement pratico-pratique. Aller dans tout ce qui est voirie, peut-être par exemple, parce que nous avons un sens, oui, pratico-pratique, de se dire, bah, tiens, est-ce que le trottoir peut accepter tout le monde? C'est-à-dire les personnes à mobilité réduite, les personnes, enfin, peut-être les poussettes, j'en passe et des meilleurs. On a un sens pratique et vous avez toute votre légitimité de vous présenter aussi dans l'urbanisme, la voirie, avec du bon sens. Comptez sur votre bon sens paysan, d'accord? Sans pour autant attendre de cocher toutes les cases. Je suis légitime parce que je sais tout. Non, on ne sait pas tout. Et préparez au contraire, encore une fois, utilisez votre carnet pour vous dire, bah tiens, je ne sais pas, c'est quoi la phrase pirouette que je vais pouvoir utiliser. Moi, souvent, ce que je propose, déjà utiliser, adapter là, ce que je peux vous partager avec vos propres mots, qui fassent sens pour vous, en disant, écoutez, ouais, je vous remercie, ça a l'air important pour vous, là, cette question. Je reviens vers vous, et vous revenez vraiment vers la personne, pour dire, écoutez, je me renseigne, et je reviens vers vous. Ou autorisez-vous à vous dire, écoutez, ce que je vous propose, c'est de prendre contact ou prendre attache avec telle personne. Si d'aventure, vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas la connaissance ou l'information, revenez vers la personne en lui disant, écoutez, voilà ce que j'ai fait avec tout le chemin parcouru qui fait que vous avez vraiment pris en compte et que, en fait, l'autre est important dans sa demande. L'autre chose dans mon petit carnet que je ne vous ai pas dit aussi, c'est de prendre ce que j'appelle les verbatims. Quand vous allez rencontrer les personnes donc résidant dans votre communauté, dans votre département, votre commune, pardon, notez les mots que vos concitoyens disent. Parce que ça, c'est important de pouvoir le répéter, le reformuler, pour en fait que la personne se sente entendue et comprise. C'est ça qui va faire la différence. Rappelez-vous, vous avez 2 oreilles, 2 yeux, une bouche. Donc écoutez vraiment activement, notez les mots pour pouvoir derrière le reformuler. D'accord? Et le troisième pilier de la légitimité, c'est la représentativité. Donc
les femmes connaissent, donc c'est ce qu'on disait, des réalités de l'ordre de la parentalité, l'égalité, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles, en fait, on a une vision qui est un peu différente, et la différence fait la richesse, justement, dans notre vision du monde. Là, nous sommes à un tournant où, là, le 15 mars, eh bien, il y a les élections, et je voulais vous partager, en fait, alors, un auteur que je n'avais pas, que je connaissais pas, en tout cas, cette citation, et que je trouve assez sympa. Nous sommes, en fait, à une sorte de bifurcation. On a ce pia-pia-pia en se disant: j'y vais pas, je tente pas, je vais oser ou pas. Donc là, à la croisée de ces deux chemins, si vous êtes dans cette réflexion-là encore, eh bien, il y a cet Arthur Ward, qui est donc un poète américain, qui dit: c'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison, alors essayons, murmure le cœur. Donc du coup, c'est ça que je souhaite vous partager, c'est essayons, parce que il y a pire que l'échec. J'ai envie de vous partager qu'il y a pire que l'échec, c'est celle de ne pas essayer, de rester immobile par peur de se tromper, et en fait, et de laisser regarder les opportunités passer devant nous, et ça sera trop tard. Donc, essayez, ajustez, recommencez, apprenez, et on avance, et engagez-vous. En tout cas, voilà ce que je voulais partager, parce que j'ai trouvé assez sympa cette citation. Deuxième temps que je voulais vous partager, la crédibilité, être à sa place. Comme dit Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, asseyez de manière ajustée, que vous avez votre juste et bonne place. Regardez votre singularité. Je vous fais référence aux questions précédentes. C'est: qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qui fait que, en fait, j'ai ma place? C'est que c'est OK. Et au plus vous allez être au clair sur ça, au mieux, justement, vous allez pouvoir être impactante et être crédible dans ce que vous dites. Pour autant, et là, je te laisse la slide suivante, Laure, que vous soyez au clair. Alors, c'est quoi ces pictos? C'est: qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je pense? Si entre la pensée, ce que vous ressentez, ce qui vous anime, et ce que vous faites n'est pas aligné, ce qu'on appelle la congruence pour info, si vous n'êtes pas aligné, vous ne serez jamais crédible ni impactante. Donc, soyez au clair sur ce que vous faites par rapport à votre pensée et ce que votre cœur vous dit. Et c'est votre cœur qui va vous embarquer. C'est ce qu'on appelle la motivation, votre envie, qui donne envie et qui nous permet d'être en vie, VIE. D'accord? Donc, la crédibilité vient du fait que vous soyez aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Donc là, pareil, notez peut-être à côté du cœur, c'est-à-dire votre envie. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Parce que sachez que quand vous serez élu, vous sortez de chez vous, vous êtes en représentation. Donc, si le matin vous vous levez parce que vous avez le cœur qui vous lève, parce que vous avez cette envie, l'envie d'avoir envie, c'est exactement ça, de vous représenter, de vous présenter, pardon, pour représenter et faire vivre votre communauté, et ben c'est ça qui va vous permettre de sortir en toute crédibilité, en tout alignement de chez vous. D'accord? Donc, exercice, qu'est-ce qui me fait envie? C'est quoi la motivation? C'est quoi mon envie? Qui rejoint un petit peu mon île, mon cap. Comment je vais le dire et comment je vais le faire? Donc ça, c'est encore une fois, 3 questions qui va vous permettre de prendre votre juste et bonne place, qui va vous sentir, qui va vous permettre d'être légitime et surtout crédible. Au plus, et là les publicitaires sont très forts,
au plus vous allez redire les mêmes phrases, encore une fois très claires, simples, précis, sujet, verbe, complément, au plus vous allez être impactante et on va retenir ce qui est important pour vous. Je vous partage une autre image. Voilà ce que en fait, nous sommes comme un iceberg. Eh bien, l'iceberg, il y a la face émergée, c'est-à-dire que tout va bien. Oh là là, lui, il a réussi. Oh, mais comment il a fait? Et donc, c'est comme ça que parfois, on a l'impression d'être en deçà de l'autre. Taratata, l'idée, c'est de viser la relation d'équivalence. On est tous logés à la même enseigne, je vous signale. Donc, ça fait du bien d'entendre ça. Il y a la face émergée de l'iceberg, mais derrière, il y a tout le travail, la déception, le sacrifice, l'engagement. Il y a tout ça aussi. Même si l'autre n'est pas mieux que nous, c'est de rechercher qu'on a notre juste et bonne place et qu'on a tous à sa portée. Parce que même si l'autre, on a l'impression qu'il est mieux, qu'il est plus, non. Il a aussi toute la face émergée de l'iceberg qui est en profondeur et qu'on vit toutes et tous. Troisième tips aussi, troisième liste de questions, encore une fois, utilisez votre carnet pour répondre. On n'a pas le temps imparti pour travailler précisément, mais c'est à vous de le prendre et le reprendre avec votre carnet de bord, hein, qui sera votre boussole, en fait, pour avancer vers et être élu. C'est, encore une fois, j'utilise les publicitaires, l'utilisent souvent, donc vous avez compris, la reformulation des mêmes phrases, des mêmes convictions, mais je vais l'adapter à ma cible, à mon auditoire. Et en l'adaptant à son vocabulaire, c'est pour ça que jamais sans mon carnet pour utiliser le vocabulaire, et mon auditoire, qu'est-ce qu'il sait de moi, qu'est-ce qu'il sait déjà, qu'est-ce qu'il attend de moi. Au plus vous allez pouvoir enlever le caillou dans la chaussure de l'usager avec des propositions, au plus vous allez pouvoir faire sens pour la personne, votre interlocuteur. D'accord? Donc, c'est important d'avoir un message clair, central, aligné, comme on vient de le voir, et de dire en quoi votre contribution aura un impact sur le quotidien de l'usager, du citoyen, avec derrière, c'est quoi les exemples concrets qu'on va pouvoir donner pour rendre concret l'engagement ou la volonté en fait de s'engager. Posez-vous aussi la question de qu'est-ce que votre interlocuteur veut qu'on se souvienne de vous? Et ça, c'est important. Deux choses. Quelle est l'idée majeure, principale que je souhaite que la personne retienne? Et ça, à partir de votre objectif, vous allez pouvoir le travailler. Donc ça, c'est à reprendre et à reprendre. Et souvent, l'écueil que nous avons, c'est qu'on inverse souvent la pyramide. Et là, c'est une technique qui est propre quand on prend la parole en public et que justement quand on est interviewé ou quand on veut passer une image, enfin un message fort, tout de suite, on va donner l'information, la phrase clé que vous allez dire. Souvent, ce que je propose, c'est ce qui est à retenir. Il y a 3 choses importantes à retenir. Déjà, pour atteindre tel objectif. Paf, on attaque et on attire la personne et en plus, ça va lui permettre en fait de suivre notre propos assez rapidement et efficacement. Et on va donner après, de manière structurée, des exemples concrets qui va permettre d'enlever le fameux caillou dans la chaussure. Donc, vous avez compris, ça se prépare. Rien n'est fait au hasard, ça se prépare avec des termes
faciles à comprendre, des phrases courtes pour pouvoir embarquer les personnes au plus large du terme. Vous avez vu, j'ai utilisé pas mal d'imagerie. Ça peut être quelque chose de parlant aussi pour pouvoir en fait rendre concret vos propos. Donner une situation, expliquer comment ça va se voir que le problème va être résolu. C'est ça qui est à retenir pour pouvoir embarquer tout de suite votre auditeur. Autre chose que je voulais vous partager, comme vous le savez, l'idée c'est de prendre sa place, sans jouer des coudes, sans être revanchard non plus, et c'est de prendre sa juste et bonne place. Donc l'assertivité, c'est quoi ce gros mot? C'est s'affirmer sans écraser. Et j'utilise souvent le terme sans être un paillasson ni un hérisson. Donc c'est prendre sa place, avoir le sens de l'autre, encore une fois, hein. L'autre est aussi important que moi. Pour autant, et donc je suis dans la relation, mais je suis attentive à mes besoins. Et ça, c'est très important de rester droit dans ses bottes. C'est ça qui est important et c'est ça qui va vous permettre en fait d'embarquer tout le monde aussi. Donc, c'est d'identifier ce qui se passe pour moi et de quoi j'ai besoin. Si d'aventure, il y a des détracteurs, et c'est chouette d'en avoir. C'est ça qui fait le débat. Donc, appuyez-vous que sur des faits, rien que des faits, parce qu'on ne peut pas revenir sur 1 plus 1, ça fait 2. Derrière, d'expliquer ce qui se passe pour vous. Alors, on parle d'émotion parce que je reprends l'approche de la CNV, la communication non violente, mais adaptez-vous. Voilà, dans cette situation, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai besoin que mes règles de fonctionnement soient respectées. Maintenant, comment on peut faire? Parce que si vous avez un détracteur au sein d'une réunion, typiquement, dans l'observation des faits, c'est nous avons un ordre du jour, nous avons un temps à respecter, et moi j'ai besoin, c'est très important pour moi, donc on peut aller dans ce type d'émotion ou ressenti, c'est très important pour moi parce que j'ai besoin qu'on garde un cap et que les règles de fonctionnement soient respectées. Donc, comment je peux faire pour que votre prise de parole ne prenne pas toute la parole? Ou alors, moi, je souhaite que mes règles de fonctionnement, c'est qu'il y ait 1 minute d'intervention chacun. Donc, ça va vous affirmer, ça va vous permettre de prendre votre place et surtout de cadrer ce qui est important pour vous. Quand vous allez animer en fait des réunions ou que vous êtes en même, c'est d'arriver à voir quel est votre qui va vous permettre en fait de vous stabiliser, qui est important pour vous en termes de règles de fonctionnement pour vous, en termes de communication, de respect, etc. Encore une fois, l'autre est aussi important que vous. OK? Je passe rapidement, même si effectivement il y a beaucoup de choses, hein. Vous avez vu, on n'impose pas, on essaye d'être dans une sorte de consensus. L'autre est aussi important que moi, mais on va essayer de trouver des solutions pour autant que mes besoins soient respectés. Voilà, pour finir. Et très important, l'idée, c'est qu'on soit visible. Donc, on va affirmer sa marque. Donc là, utiliser les questions qui vont vous permettre de faire briller votre singularité pour rendre votre place. Et je voulais vous partager encore une fois en image ce que possiblement vous allez pouvoir retrouver quand vous serez en réunion. Donc là, c'est l'image et vous allez vous rendre compte que dans toutes les réunions, on retrouve ce type de personnage ou de personnalité. Donc soyez assurés que ce n'est pas contre vous, c'est le système qui est comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on aura toujours l'absent. On a toujours celui qui va piquer, celui qui va faire la rigolade, ou qui va être le côté détracteur, ou le fidèle chien qui sera toujours là pour vous défendre, pour vous sauver, d'accord? La marmotte qui dit rien et qui somnole.
voilà, vous allez retrouver, donc ça fait partie de vos ancres dont je vous parlais tout à l'heure dans le bateau, qui peuvent freiner. Mais sachez que ça fait partie des règles du jeu. Donc, faites avec, et c'est ce que je vous partage tout de suite avec la stratégie des alliés. Ce que je vous propose, là encore une fois, vous avez vu, vous avez des engrenages. L'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez encore cartographier. Alors, j'aime pas mettre les personnes dans des cases, mais pour autant, là, pour le coup, c'est quelque chose de très aidant pour pouvoir embarquer la majorité. Déjà, faites le deuil de dire je ferai 100% des convaincus. Non, on fera la majorité. Et vous voyez, il y a deux axes. Il y a un axe qui fait que, en fait, il y a des personnes qui sont plutôt en énergie haute en faveur de votre projet. Et attention, pas de vous, hein, mais de votre projet. Et d'autres personnes avec un autre axe, ou là plutôt en énergie contre le projet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, si nous sommes sur l'axe de droite, hein, où nous avons des opposants et des révoltés, typiquement, vous voyez que l'énergie est haute contre votre projet. Donc, ne vous escrimez pas à perdre votre temps à aller les convaincre. Vous allez juste... Alors, les révoltés, on va être tenté de les isoler, hein, typiquement, mais on ne va pas perdre notre temps avec eux à les expliquer, on va leur parler, mais on ne va pas les convaincre à tout prix. On va passer plutôt les 2 tiers de notre temps à travailler les hésitants et les déchirer. Donc, déjà, ce que je vous disais, c'est que identifier les révoltés, les détracteurs, ce que j'appelle les détracteurs, et surtout, déjà, parce qu'ils sont facilement identifiés, les militants, alors eux, ils n'ont même pas besoin d'être convaincus, ils le sont déjà, les alliés, d'accord? Parce que c'est ça qu'on va travailler pour que nous puissions faire basculer les hésitants et les déchirés du côté des alliés et donc de la majorité en faveur de votre projet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, vous avez vu les passifs, on ne va pas forcément mettre du temps parce que là, vous avez vu, l'énergie est à 0. Donc, on va travailler plutôt sur les hésitants et sur les déchirés, où là, en fait, les hésitants, on va leur poser des questions, on va aller plutôt dans une mode participative du type « Tiens, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu proposes ?» et d'aller voir leurs besoins. Concernant, là, c'est les hésitants, pardon. Les déchirés, on va faire un accompagnement plutôt individuel, et encore, on va trouver l'intérêt et on va lui faire prendre conscience de la légitimité du projet en notre faveur, bien évidemment. Donc voilà, donc cartographier bien et de voir, en fait, c'est presque du one-to-one derrière pour pouvoir rallier à la majorité et pas la totalité. Donc on baisse en intensité et en attente. Voilà, je galope. Et pour finir, donc comme je vous disais, on n'a pas de deuxième, première impression. Donc, ça, jamais sans mon carnet, ça se prépare, ça se prépare. Donc, au niveau de l'écrit, de qu'est-ce que vous avez envie de dire, d'embarquer. Ça se prépare aussi physiquement, mentalement. Enfin, faites des grandes respirations. Votre allié, c'est la respiration aussi. Et puis, il y a quelque chose que je ne vous ai pas partagé, c'est des trucs bêtes comme chou. Mais quand vous sortez de chez vous, donc vous êtes en représentation, sortez avec des fringues dans lesquelles vous vous sentez bien. Parce que ça, c'est très important de vous mettre en confort. Imaginez le nombre de fois où j'ai pu accompagner des femmes qui se sont dit, je me suis mal sentie lors de la réunion, j'étais mal installée, en fait, il n'y avait pas de table, donc je ne savais pas comment je me comportais pour être bien, etc. Donc, sortez déjà avec des fringues dans lesquelles vous vous sentez bien. Si vous tenez un micro, là, parce que typiquement, on peut vous dire « Ah, on ne t'entend pas, etc. » Donc, posez le micro sur le menton et que si d'aventure, il y a véritablement un détracteur qui vous dit « Ah bah tiens, non, mais on ne t'entend pas du tout, tu n'es pas clair, tu n'es pas lisible. » Eh bien, c'est encore une fois, faites du chou gras de tout. C'est-à-dire, écoutez, je vous remercie
Je sens que c'est important pour vous que tout le monde entende. Est-ce que tout le monde entend? Si besoin, rapprochez-vous. Je suis là pour tout le monde. Et comme ça, vous faites du chou gras de tout. On n'a pas le droit, on a le droit de se tromper, c'est-à-dire, deuxième sujet, c'est on n'a pas à cocher toutes les cases pour savoir et s'embarquer et s'engager. On a le droit de se tromper et vous avez vu, ça rend humain et crédible, au contraire. On se prépare, jamais sans mon carnet, vous avez compris. J'élimine les mots tabous, formules entravantes. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire devant la glace. On a maintenant des téléphones qui nous permettent de se filmer et vous allez remarquer peut-être les mots que vous dites peut-être régulièrement et qui peut être quelque chose qui peut être au contraire embêtant dans la compréhension ou dans la concentration de vos propos. L'appareil aussi, tout ce qui est bruit extérieur, les bracelets qui peuvent faire du bruit, ou que sais-je, en tout cas, les stylos aussi qui fassent du bruit. Regardez comment vous êtes, filmez-vous ou faites passer des entretiens comme pour de vrai, avec des personnes qui vous veulent du bien, c'est-à-dire votre entourage proche. Donc vous avez le droit, vous rentrez dans l'arène et vous prenez votre place et vos justes places puisque vous êtes préparé, vous avez identifié votre singularité, votre congruence, votre alignement et je détecte l'intérêt de mon auditoire. C'est en quoi ce que je dis intéresse parce que vous avez votre légitimité à prendre votre place et à dire ce qui est important. Et donc du coup, vous vous engagez et du coup, ben voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On a tous des pépites en nous, donc j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Vous êtes légitime. Alors, Laurette, Merci merci Cathy. pour le cœur. Voilà. Et puis merci pour toutes les remarques. Alors juste très brièvement, parmi les questions qui ont été posées, il y en a deux, trois auxquelles je veux répondre. Le nombre d'adjoints, c'est aussi à scrutin secret. L'élection, pardon, des adjoints, c'est aussi à scrutin secret. La liste n'est pas par ordre alphabétique, c'est par ordre prioritaire. Hein, surtout, c'est important après pour les communautés de communes, donc ça c'est extrêmement clair. Et puis la question qui m'a été posée sur 49-51%. Une liste qui a 49, une liste qui a 51%. Alors, c'est très simple. Celle qui a 51%, on va partir sur les 11 dont on a parlé tout à l'heure. Elle a tout de suite 6 et ensuite elle a 51% pour les 5 qui restent. Et donc, elle va avoir 6 plus 3, ça va faire 9, et l'autre va avoir 49% des 5, ce qui va lui faire 2. Il y a des histoires de plus forte moyenne, donc suivant, si c'est pas tout à fait 51, pas tout à fait 49, ça peut être 8 et 3, mais la majorité est toujours très claire, ce qui permettra ensuite de pouvoir mettre en place votre programme de la manière la plus simple possible, avec des discussions bien sûr à l'intérieur du groupe, mais avec une majorité claire pour ne pas avoir de problème chaque fois que vous avez un gros projet, de savoir qui vont être vos alliés entre la majorité et la minorité. Mais la minorité est bien représentée. Voilà, alors je voulais vous remercier. Nous avons un petit peu dépassé le temps, mais vous avez beaucoup de questions. J'ai vu que beaucoup ont demandé déjà à ce qu'on leur envoie les slides. Ça n'a aucun problème, nous allons vous les envoyer. Et puis, je vous remercie d'avoir été là, aussi nombreuses, puisque je crois qu'à un certain moment, on était à près de 140 personnes et certaines qui ont dû quitter pour d'autres réunions, donc on peut nous laisser. Donc, merci beaucoup à toutes et, et puis je vous souhaite plein succès dans tout ce que vous allez entreprendre et surtout, n'hésitez pas à nous mettre les communes où vous avez été candidate et puis comme nous n'avons pas vos coordonnées, eh bien, ça nous ferait très très plaisir de savoir d'une part si vous avez bien été candidate et d'autre part si vous avez bien été élue, que ce soit dans la majorité ou dans la minorité.
Merci à toutes et je profite pour remercier à nouveau Isabelle Mailleux et la préfecture de région d'avoir permis cette réunion. À vous d'avoir déjà donné du temps, mais vous allez en donner aussi beaucoup. Mais enfin, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, l'équipe de Regard de Femmes, donc Laure et Cathy qui étaient là et qui nous sommes toutes à votre disposition pour vous apporter toutes les informations que vous souhaitez. Donc, bon vent à toutes et merci. Merci, j'en profite pour resaluer et remercier de nouveau Regard des femmes et voilà, la qualité de sa présentation. N'hésitez pas, comme le disait Michel, à souligner voilà, ce que vous avez pensé de cette intervention dans le chat ou via le mail. Comme le disait Michel, la vidéo sera retranscrite sur le site YouTube, donc sur YouTube et sur le site de Regard de Femmes. Et puis, ben voilà, nous vous attendons, nous vous espérons nombreuses en tant que candidates et nous nous tenons à disposition. J'ai bien en tête, enfin, j'ai bien noté le fait qu'une association élue locale peut continuer de vous accompagner dans votre mandature. Donc voilà, il n'y a plus qu'à sauter le pas, mesdames. Merci beaucoup. Merci Michel, merci à Regard de Femmes. Au Et revoir et bon week-end. merci à toutes. Et puis, j'ai été interviewée par une radio de la région qui m'a demandé quel était le message à faire passer en 3 mots. Eh bien, c'est très simple. Allez-y. Allez-y, foncez, mesdames. Merci à vous.